Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur le frontispice, une femme de l'ombre en dreadlocks lève la tête vers le ciel comme signe de libération, mais croise une interrogation. Vous aviez dit féministe. Le féminisme, qui est un concept qui attire et déchire. Ces 1001 acceptions projettent une lumière grise sur ce concept, querelle sémantique, querelle politique, querelle idéologique, une cacophonie sans fin, qui, pour éclairer, projeter une lumière sur le féminisme, une auteure se lance à travers son ouvrage, vous avez dit, féministe, une interrogation suivie d'une nouvelle incertitude, une bonne nouvelle de la retrouver depuis la France. Ndeye Fatou Kane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Papa Lune, merci de me recevoir dans cette superbe émission qui est Belle Ligne. C'est avec un grand plaisir que j'interagis avec vous sur cette grande question qui est le féminisme. Merci. Un plaisir partagé. Le piège que nous allons éviter, c'est de tomber dans celui des polémiques, des querelles, et ce qui touche le mot féminisme quand on agite un peu ce concept dans l'espace public et même médiatique. Ndeye Fatou Kane, pourquoi? Alors, je pense qu'en fait, cette hostilité, je dirais, par rapport au mot féminisme, surtout dans le contexte sénégalais, enfin africain et particulièrement sénégalais, pour moi, cela ressort d'une méconnaissance de notre histoire. Parce que le féminisme n'a pas commencé avec les femmes instruites universitaires. Pour moi, le féminisme date de l'époque même précoloniale. Donc aujourd'hui, quand je vois des femmes ou des jeunes hommes se dire antiféministes, pour moi, cela est juste de l'ignorance, tout simplement. On a vu qu'avec les premières associations qui ont vu le jour au Sénégal, vous relatez cet épisode-là, et l'une des associations, Yehui, et on voit que le canal pour l'émancipation des femmes passe par celui éducatif. C'est important, l'éducation des femmes, au début un peu des balbutiements du mot féminisme au Sénégal. Alors, merci de parler de Yehui. Je considère Yehui comme étant le premier mouvement africain féministe structuré, parce qu'il faut reconnaître de façon très modeste, tout féminisme mis à part, que le Sénégal a été aux avant-gardes des luttes féministes ouest-africaines. Donc, Yehui est une référence en termes de mouvement féministe. Donc, quand on parle, avec un regard rétrospectif, quand on parle de Yehui, on se rend compte que la dimension féministe politique était au cœur de leurs préoccupations. L'instruction, pour moi, elle revêt plusieurs niveaux. Elle peut être l'instruction en français, l'instruction, mais aussi la connaissance des droits. Ça, je pense que c'est très, très important. Parce que quand on parle d'instruction, on a tendance un peu à séparer les femmes qui sont dans les zones urbaines des femmes qui sont dans les zones rurales. Donc là, nous ne faisons pas cet amalgame. Mais c'est important d'éduquer les femmes. Parce qu'aujourd'hui, pour faire une petite digression, quand on parle de féminisme et de genre plus largement, on a tendance à cantonner ces termes à leur dimension symbolique et à les vider de leur substance politique. C'est pourquoi j'ai un peu de mal, on en parlera, avec la considération féministe telle qu'elle est faite de nos jours. Mais Ndeye Fatou Kane, on a vu que le Sénégal était une société matriarcale avec des noms, des héroïnes qu'on a connues, Nathalie Mbodj, Aline Sitoé Diatta en Casamance. Mais qu'est-ce qui a fait basculer la balance? On passe d'une société matriarcale à celle patriarcale. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense qu'il est important, quand on parle de matriarcat aujourd'hui, de prendre en compte les spécificités culturelles, sociétales. Quand on parle de Nathalie Mbodj ou de sa sœur Djumbot Mbodj ou encore d'Aline Sitoé Diatta dans le sud du Sénégal, il est important de voir dans quels espaces ces femmes-là se mouvaient. Elles étaient dans les familles royales avec un fort capital sociétal, donc c'était important de voir que ces femmes-là n'étaient pas n'importe quelle femme lambda. Donc, quand on parle de matriarcat, pour moi, c'est important de prendre ça avec des pincettes. Mais quand on voit à l'évolution de la société sénégalaise, avec l'introduction de la colonisation, souvent on fait la dichotomie en disant oui, mais les femmes avaient plus de droits avant la colonisation. La colonisation n'est pas seulement le mal sur lequel il faut taper, il faut prendre en compte l'évolution de la société, les droits que les hommes ont eus, pourquoi les femmes sont passées de la lumière à l'ombre. Donc aujourd'hui, quand on parle de matriarcat, pour moi, c'est important parce que je pense en fait que l'origine même du féminisme au Sénégal, on peut citer ces femmes-là parce que c'était des héroïnes, des femmes de nerfs plus largement, qui se sont organisées, qui ont pris en main leur destin et qui ont préféré la mort au déshonneur.
Et quand on avance, on se rend compte qu'avec avec l'introduction des religions révélées telles que l'islam ou le christianisme, moi, je ne dis pas que les religions sont un frein à l'évolution des femmes. Je pense en fait c'est l'interprétation des textes religieux qui sont un frein à l'émancipation des femmes. Il existe un féminisme musulman avec les femmes maghrébines. C'est pourquoi quand je souris quand on dit souvent oui, mais le féminisme est incompatible avec la religion. Ça encore, c'est un manque de culture féministe. Les femmes maghrébines font un excellent travail. Il y a un excellent livre de Zahra Ali, une sociologue maghrébine, Féminisme musulman. Donc, dans ce livre-là, elle effectue une reconfiguration des hadiths du prophète pour expliquer que les femmes musulmanes sont dans une rhétorique de droit et pas uniquement de devoir. Oui. Et surtout l'islam qui grandit, qui a grandi, qui valorise un peu la femme avec l'image, la symbolique de Aïcha et pourquoi pas de Mariama dans le combat. Parlons de l'éducation familiale. Quand on parle un peu du féminisme, on interroge la société. L'éducation que l'on reçoit au Sénégal agrandit-elle le fossé qui existe entre les hommes et les femmes? Je n'ai pas envie de me faire taper les doigts en disant ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Je pense en fait tout est dans l'éducation et c'est important qu'on en parle parce qu'aujourd'hui quand on parle de féminisme, on a tendance à penser que c'est une question uniquement féminine, alors que les hommes sont aussi concernés. C'est pourquoi même je me dis que c'est important qu'on parle de masculinité positive, de masculinité hégémonique, parce que je pense en fait que cette hégémonie de la masculinité commence dès le bas âge. Dans une famille sénégalaise normale, faisons une fine observation à l'heure des repas. Quand on a fini de manger, c'est les filles qu'on appelle pour qu'elles viennent débarrasser. Pendant que les hommes sont là et ne font rien. Donc, je pense en fait que les hommes, les petits garçons qui seront les futurs hommes sont éduqués dans l'optique d'être des chefs de famille. Alors que les filles sont éduquées dans l'optique d'être des maîtresses de maison. Celles qui gèrent la cuisine, le care et les affaires courantes de la maison. Donc, je pense en fait c'est là qu'un déphasage se fait. Même quand une grande sœur, plus âgée que son petit frère, c'est le petit frère qui commandera. Donc là, je pense qu'il y a un problème. Donc, c'est important que les parents se rendent compte, en fait, que cette dichotomie dans l'éducation, c'est là qu'en fait, que le bas blesse. Donc, ce qui fait que quand on aura des débats, quels qu'ils puissent être, les hommes seront toujours dans leur position dominante. Donc, ce serait important de les interroger pour qu'ils se rendent compte, en fait, qu'ils dominent les femmes. Et pourquoi? Aujourd'hui, quand on parle de féminisme, de genre, d'autonomisation des femmes, j'ai un peu de mal avec ces termes-là parce que je me rends compte que ces termes-là sont plus infantilisants qu'autre chose. Il faut revoir à la source pour voir pourquoi les femmes subissent autant d'atrocités, autant d'oppression dans notre société. C'est là, en fait, que le débat doit être. Et vous voulez dire que l'éducation sur la virilité que reçoivent les hommes les déshumanise en quelque sorte? Enfin, les déshumanisent pas, leur accorde tout le pouvoir. Une sorte de domination sur les femmes dès le bas âge, par exemple. Oui. Et là, en fait, certains en prennent conscience, d'autres pas, mais je me rends compte que les hommes, en fait, dans ce pays, parce que c'est dans ce pays dont on parle, ont mené toutes les luttes, sauf celle de l'égalité des sexes, parce que ça ne les arrange pas. Et pourquoi ça ne les arrange-t-il pas? Parce que, enfin, je vous renvoie la question, quand on est dans une position de domination dès le bas âge, dès la naissance, pourquoi est-ce qu'on voudrait perdre ces privilèges-là? Tout est une question de privilèges. On se sent menacé parce que je regarde souvent les réseaux sociaux, particulièrement Twitter, qui sont vraiment une excellente lucarne de l'évolution des luttes pour l'égalité des sexes. Quand je vois les débats qu'il y a entre mauvaises féministes, entre bonnes féministes, entre bonnes femmes, mauvaises femmes, je me rends compte en fait, et on me dit oui, mais avant c'était mieux. Moi, j'ai envie de me dire, mais la génération de ma mère, c'est la génération Yewi. Donc, comment on est passé de ça à maintenant, cette hostilité autour du mot féministe? Il faut se poser les bonnes questions. Oui, une dualité ou bien une querelle sémantique. Ndeye Fatou Kane, un cas d'école, un cas très simple, un exemple. Une fille qui reste à côté de sa mère, forge-t-elle son infériorité, par exemple, sociale? Ben non, je n'ai pas envie de dire qu'une fille qui reste auprès de sa mère, auprès de ses parents, forge son infériorité. On peut être dans une maison entre quatre murs et ne jamais sortir, mais être au fait de ce qui se passe dans le monde. Donc moi, c'est pas une question d'espace géographique ou de lieu ou de je ne sais quoi. C'est juste une question d'éducation, encore une fois. Qu'est-ce qu'on nous inculque? Qu'est-ce qu'on nous inculque en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'homme?
Et les tâches familiales, les tâches ménagères d'une manière générale, vous explorez l'œuvre de Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, parce que vous explorez quatre corpus, on y viendra. Peut-être une des limites de Simone de Beauvoir, c'est de penser que les tâches ménagères, les tâches familiales, seraient un peu une sorte de tâches forcées, d'imposition. Ça peut être non pas un acte de plaisir, non? Oui. Parce que, encore une fois, nous les femmes, je me mets dedans parce que je suis une femme, nous les femmes sommes éduquées dans l'optique de toujours servir. On peut le faire avec plaisir, mais des fois, il y a de la coercition. Donc, inconsciemment, nous avons incorporé ça. Donc, c'est forcé. Donc, on ne le fera pas par plaisir, mais on nous dira toujours qu'une bonne femme, entre guillemets, doit savoir cuisiner, doit avoir tenir une maison. Même si nous n'aimons pas cet acte, nous ne le dirons jamais parce que nous ne voulons pas être critiquée de mauvaises femmes. Et ça, c'est encore un souci. Mais Simone de Beauvoir, encore une fois, pour parler vite fait du deuxième sexe, pour moi, Simone de Beauvoir, dans ce livre où je fais référence à l'intersexualité, avec 4 femmes, Chimamanda, Mariam Abba, Awa Thiam et Simone de Beauvoir est vraiment incontournable avec son livre Le deuxième sexe. Oui, elle est incontournable, mais vous montrez un peu ses limites. Est-ce que la première limite, quand on parle un peu du féminisme, c'est de dire premier sexe, deuxième sexe? Est-ce que le titre même n'est pas un leurre qui entretient un peu le flou sur le féminisme? Enfin, je ne dirais pas que c'est un leurre, parce que même aujourd'hui, quand on parle du sexe faible et du sexe fort, on sait à quoi référence. Donc là, je dirais que le premier sexe, dans l'entendement général, dans la psyché collective, c'est les hommes. Et le deuxième sexe, c'est les femmes. Et je pense que ce livre, même 50 ans après sa apparition, c'était important de le revoir avec mes yeux d'Africaine, de Sénégalaise, de Peul, pour voir qu'est-ce que je peux en tirer. Donc le deuxième sexe, pour moi, il est encore plus actuel aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, que si on fait du sexe un outil de comparaison, ça noyerait un peu la question d'esprit spirituel, parce que vous citez Cheikh Anta Diop qui est important, à formation égale, la vérité triomphe toujours. Alors, pas forcément, parce que je vois, en fait, quand on parle même pas du sexe biologique en tant que tel, par exemple, prenons le cas du genre, c'est tout simple. Le genre égale les rapports sociaux de sexe. Quand on est rapports sociaux de sexe, qu'est-ce qu'on met dedans? La version politique, la version religieuse, la version sociétale. Donc, c'est important de prendre toutes ces spécificités-là pour dire qu'est-ce qui fait que les femmes aujourd'hui sont à divers niveaux d'oppression. Donc, ne prenons pas le sexe dans sa dimension juste symbolique pour parler des attributs physiologiques. Non. Prenons ce qui fait qu'une société, dans une société sénégalaise, qu'est-ce qui fait que les hommes sont devant et les femmes derrière. Vous parliez tout à l'heure d'oppression. Il y a un cas qui agite un peu l'espace médiatique. C'est celui de Miss Sénégal 2020 qui accuse un peu, qui dénonce un peu le viol présumé et suivi de grossesse. Comment vous analysez tout cela, vous qui avez travaillé sur la question du féminisme et surtout des violences qui sont faites aux femmes? Parce qu'il faut le rappeler, nous sommes dans ces 6 jours d'activisme-là contre les violences faites aux femmes. Alors, je pense que le timing n'aurait pu être meilleur. Enfin, je ne sais pas meilleur ou pas, mais je pense que nous sommes en plein dans la réflexion contre les violences basées sur le genre. Le cas de Miss Sénégal m'a attristé et je pense que nous sommes tous attristés par cette tragédie, parce que je pense que c'était une tragédie. Les concours de beauté ont toujours existé, mais quand dans les concours de beauté il se passe des choses aussi regrettables, là, je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Moi, je pense en fait que les femmes, on va même parler de la coordinatrice du comité Miss Sénégal, pour ne pas la nommer. La présidente, oui. La présidente de Miss Sénégal. La présidente du comité. De son nom. Je pense qu'en fait, que parfois, je me dis que les femmes sont les meilleures alliées du patriarcat. Cette femme, aujourd'hui, elle est vouée aux gémonies, on la traite de tous les noms, parce que sa responsabilité est engagée. Mais n'oublions pas qu'il y a des hommes derrière elle. Si elle a pu commettre ces méfaits durant si longtemps, sans que personne n'en parle, c'est qu'il y a des hommes tapis dans l'ombre qui la financent et qui la soutiennent. Parce que je me dis, depuis lors, le procureur ne s'est pas s'autosaisi. Amina Badiane n'est pas derrière les barreaux. Il n'y a pas de citation qui lui a été faite. Au contraire, c'est elle qui dépose une plainte. Donc, je et des femmes également. Et le beaucoup de femmes, oui, un collectif de femmes. Et je salue plainte dont Jamra, oui. Parce que cela nous montre en fait que le message est fort, la honte est en train de changer le camp et la parole est en train de se libérer. Et je pense que c'est la question des violences sexuelles au Sénégal. Ce que je regrette, il y a 5 ans, j'ai lancé une campagne qui a été relayée timidement, Balance ton saï-saï. Parce que je me suis posé la question de savoir, oui, je suis solidaire de toutes ces femmes qui sont oppressées à Hollywood ou en Europe,
balance ton port, MeToo. Mais au Sénégal, qu'est-ce qu'on fait? On voit tous les jours dans la colonne des faits divers, on relate des faits de viol. On le sait, tout le monde le sait, mais on n'en parle pas. Parce que les degrés les politiques de silenciation des victimes sont diverses. On va se taire sous couvert de mougne et de sutura pour ne pas faire éclater la cellule familiale. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est juste que nous dirigeons pas vers le bon côté, le côté des hommes, parce que je pense que c'est eux, en fait. Encore une fois, avec beaucoup de cas de viol, il y a le cas d'un célèbre journaliste qui est un homme politique aussi. Mais aujourd'hui, où en est-on? À travers l'indignation, le premier pas, quand il est fait, après, c'est le silence. Donc, c'est là, en fait, qu'il faut que les choses bougent. Mais il y a eu la criminalisation du viol, la contrainte comme acte juridique posé pour enrayer un peu ces violences qui sont faites aux femmes. Mais le cas reste toujours là et toujours inquiétant. Et vous parliez d'ailleurs, Ndeye Fatou Kane, de la libération de la parole, mais il a fallu plus d'un an pour que la parole se libère. Est-ce qu'il y a eu des pesanteurs socio-culturels qui entretiendraient-elles ces telles pratiques au Sénégal? Et c'était le moment de saluer le travail fait par les associations telles que l'AGS, l'Association des juristes sénégalais, qui se battent depuis 60 ans pour que la loi pour la criminalisation du viol passe. Et vraiment, c'est le lieu de saluer ce travail fait par ces associations dans l'ombre. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est très bien que sur le papier, on criminalise le viol. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça donne en fait? Moi, c'est là que les choses m'intéressent. Je pense en fait que les pesanteurs sociétales, pour moi, elles sont vraiment les rigidités même politiques, religieuses. Parce qu'on on entend les hommes religieux qui vont monter au créneau pour appeler à l'apaisement. Mais en fait, je pense que leur rôle devrait être de dire aux femmes qu'on vous écoute, que nous sommes avec vous. Quelles sont les solutions qui peuvent être faites? Que ce soit le chef. Ce n'est pas le cas au Sénégal? Je pense que ce n'est pas encore le cas. Ou si c'est le cas, c'est encore timide. C'est mon avis. Je pense que c'est encore timide, qu'il faut faire plus. Parce que j'aime bien l'expression de Mariam Abba. Vous explorez également sur Confis, Chant écarlate et une si longue lettre. Nous sommes tous des féministes parce que la question du féminisme, c'est une question d'humanisme d'abord. Pas d'hommes seulement, pas de femmes seulement, mais les deux comme complémentarité. Ouais. On est d'accord parce que c'est bien de parler de Mariam Abba parce que je pense que Mariam Abba, c'est une des premières féministes sénégalaises parce que Mariam Abba, avec sa plume, elle explore notre société. Quand je relis ici l'anglais, j'ai l'impression qu'elle parle du Sénégal de 2021. Quand je relis Un chant écarlate, j'ai l'impression qu'elle me parle maintenant. Donc, c'est important de cette autrice de la relire avec les yeux d'aujourd'hui. Mais je pense que la société sénégalaise, il faut parfois la bousculer. Elle a connu diverses mutations avec les indépendances, avec les années post-indépendances, etc. Mais je pense que des fois, il faut vraiment bousculer les choses. Les femmes aujourd'hui se libèrent, parlent, mais je pense qu'il y a une sorte de plafond de verre qui est là, au-dessus de nos têtes, qui nous dit que quel que soit le degré de, j'ai pas envie de dire de modernité, d'assimilation, de prise de parole, il y a un niveau où ça doit s'arrêter. Et je pense que ce n'est pas le cas. Pour faire une dualité entre hommes et femmes, je pense que les hommes, ce n'est pas le cas pour eux. Donc pourquoi nous devrions subir ça? Revenons au mot féminisme. Est-ce qu'aujourd'hui, ce concept n'est-il pas travesti par des associations comme le Femmes, par exemple? Alors, je n'ai pas envie d'être dans une posture de mauvaise féministe ou bonne féministe. Je pense en fait qu'il existe autant de femmes que de féminisme. Chaque femme a la liberté de prôner le féminisme tel qu'elle l'entend. Il est clair que... Mais un concept adapté par rapport aux réalités socio-culturelles. Oui, je viens. Culturellement, c'est clair que je vais être un petit peu choquée quand je vois des femmes se dénuder la poitrine à l'air pour protester pour leurs droits. Mais je pense en fait que le féminisme, tel qu'idéologie politique, censé redonner leur liberté aux femmes, chaque femme devrait être libre de la vivre telle qu'elle l'entend. C'est pourquoi je suis aussi choquée des fois quand on me met dans des conversations pour donner mon avis sur telle ou telle femme. Je me dis que ce n'est pas mon rôle. Chaque femme vit le féminisme tel qu'elle l'entend. Donc le concept en lui-même. La critique Ndeye Fatou Kane peut être. La critique, on ne peut pas l'empêcher. La critique, on ne peut pas l'empêcher. Un concept, une idéologie est vouée à être critiquée. C'est là qu'elle doit évoluer. Donc, je pense qu'il faut laisser la liberté aux femmes et aux hommes aussi. Et surtout, c'est important d'aller faire des recherches, d'avoir une culture féministe pour pouvoir poser un débat. Parce que quand on n'en a pas, encore une fois, je me dis, mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? On parle du féminisme. Et aujourd'hui, quels sont les défis, les nouveaux défis un peu de son concept qui a commencé depuis longtemps aujourd'hui, mais il y a la modernité, il y a la technologie, l'espace public maintenant est virtuel. Quels sont ces défis du féminisme, surtout dans notre pays, le Sénégal?
Alors, je pense en fait que l'un des principaux défis pour moi, ce serait au point de vue médiatique, parce que je m'interroge beaucoup sur le rôle des médias dans la prise en compte du féminisme au Sénégal. Pour parler un peu de ce cas de viol opposant et opposé, parce que il est encore d'actualité, une jeune femme, une masseuse et un homme politique. Quand je vois le traitement médiatique qui a été fait contre cette jeune femme, parce que j'ai vu qu'elle a fait une vidéo pour soutenir Fatima John, mais tout le monde se moquait d'elle, hommes et femmes compris, parce que dans leur tête, elle a été traitée comme celle par qui le mal est arrivé. Et quand j'ai lu des articles comme quoi la SAR raffine le brut, etc., et on a fait un jeu de mots entre son patronyme et etc. Donc, je pense que dans le traitement médiatique, c'est là que ce serait important. Les médias ont un important rôle à jouer, presse écrite, télévision, médias, réseaux sociaux, dans la prise en compte des spécificités féministes et dans la prise en compte des femmes victimes de violences sexuelles. Parce que quand une femme est victime de violences sexuelles, qu'on l'accuse, là, quel message ça renvoie aux futures victimes? Donc, les violences sexuelles sont une infime partie, mais aussi les hommes, ils ont un rôle à jouer. Parce que quand ils sont au fait de leur masculinité, quand ils sont au fait de leur domination, c'est là qu'ils vont se dire, ils doivent se poser en allié. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer la cause féministe? Donc là, je pense que c'est là le défi. Tout le monde est interpellé, le chef de l'État en premier, et tous les hommes de la nation sénégalaise. Donc je pense en fait que ce serait important. Ce n'est pas une guerre entre les hommes et les femmes d'un côté. Nous devons marcher main dans la main pour que ce concept, pour que les futures générations puissent se proclamer ouvertement féministes. Oui, marcher main dans la main, et parler tout à l'heure d'un corpus que vous avez exploité également, c'est celui de la Nigériane Chimamanda Adichie avec ce happy féminisme. C'est important de le dire. Parfois, on dit que les féministes sont tout le temps frustrés, mais il y a une dose d'optimisme quand même. Ouais. Bah, j'ai eu vraiment un coup de un peu parce que le temps est un peu grave. Oui, ça marche. J'ai eu un coup de foudre quand j'ai découvert Chimamanda. J'ai découvert avec son travail de romancière tout d'abord, mais quand j'ai vu Chimamanda avec Nous devrions tous être féministes, je me suis rendu compte, mais en fait, parce que moi aussi, dans ma tête, je me disais, oui, mais les féministes, avant d'avoir cette culture féministe que j'ai aujourd'hui, ce sont des femmes aigries, frustrées, qui ne trouveront pas de mari, etc. Mais quand j'ai vu Chimamanda, je me suis dit, mais on est proche de Nigeria et le Sénégal, c'est à peu près les mêmes sociétés, nous ne sommes pas très loin en âge, donc c'est possible, en fait, d'être féminine, mais aussi féministe. Et je pense que Chimamanda a contribué, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, à dépoussiérer un peu l'image des féminismes, même en Afrique. Donc le happy feminism, oui. On peut le vivre. Et pourquoi pas ne pas rebaptiser le mot féminisme au Sénégal? Parce que quand on dit je suis féministe, on pense que vous êtes européanisé ou occidentalisé. Pourquoi on devrait forcément trouver un autre mot pour dire le mot féministe? Enfin, je pense que le mot en lui-même, il dérange, il agace, mais on peut le garder. C'est juste que qu'est-ce qu'on met derrière? C'est ça qui est important. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour alimenter la théorie féministe? Moi, je pense que c'est là, en fait, le débat. C'est pourquoi les jeunes féministes d'aujourd'hui, il y a la nouvelle génération, bien que moi, je me mets dedans, nous avons un important rôle à jouer dans nos postures médiatiques, dans la façon dont nous menons nos luttes, de comment nous avons un formidable outil que sont les réseaux sociaux. Utilisez-le à bon escient pour pouvoir faire une communication adaptée comme ça. Tout le monde pourra comprendre ce qu'est le féminisme, choisir de rejoindre la lutte ou pas, mais en tout cas, ce sera clair. Beauvoir, Simone de Beauvoir cet ouvrage traverse la question du féminisme. On va parler un peu du mariage. Espace de libération ou de domination de la femme, Naïfa Toukane? L'un et l'autre, je dirais. Parce que déjà... Catégoriquement contre le mariage. Oui. C'est pourquoi je dis que c'était important de relire le deuxième sexe, mais avec des réserves. Parce qu'il y a des choses que Simone de Beauvoir avance. Je ne suis pas d'accord avec ces choses. Parce qu'en tant qu'Africaine, Sénégalaise, c'est clair qu'elles me choqueront un tout petit peu. Mais c'est important de... Il y a aussi Awatiam qui a écrit La parole aux négresses en 1978. Et pour moi, pour parler de Simone de Beauvoir et Awatiam, déjà, dans ces années-là, elle parlait par exemple, de la polygamie. Tel qu'instrument d'oppression des femmes. Comme Mayamba d'ailleurs. Oui, comme Mayamba aussi. Quand on voit la polygamie telle qu'elle est pratiquée sous nos tropiques, on se rend compte que c'est un excellent allié du patriarcat parce qu'elle place les femmes dans une position de compétition et qui gagne en fin de compte. Mais la faute à qui? La faute à qui? Nous sommes tous concernés. Parce qu'un homme qui va épouser 4 femmes sous le couvert de la religion, c'est clair qu'on ne pourra pas aimer 4 personnes d'une même façon.
et les femmes qui vont accepter, des fois avec le choix ou pas, mais qui vont accepter dans cette position de compétition, nous sommes tous concernés. C'est-à-dire que la compétition également, ou bien cette pseudo-compétition, aliène les femmes entre elles, par exemple. Oui, parce que je me dis que si nous nous mettons dans une position d'adversaire, est-ce qu'on se rend compte du message que l'on renvoie? Le mari, il est là à nous attendre et nous jugeons d'astuces ou de je ne sais quoi pour le satisfaire. Donc, je me rends compte que c'est lui qui gagne à tous les coups. Et c'est là, en fait, que je me dis, le mariage a son de pression. Les trois strates développées par Beauvoir, l'amoureuse, la narcissiste, et la troisième, j'ai oublié son nom. La femme mystique. La femme mystique. Et toutes ces trois catégories-là, c'est la femme qui perd. Ouais. Et tout le monde, mais est-ce que les femmes arriveront à gagner? Quand les femmes arriveront à gagner, il n'existera plus de féminisme, pardon. Nous serons dans une utopie de société où tout ira bien, tout le monde sera au même niveau d'égalité. J'espère vivre assez longtemps pour pouvoir assister à ce type de société. Et d'ailleurs, on dit que le féminisme vise à rendre plus autonome, plus indépendante les femmes. C'est quoi une femme indépendante, Ndeye Fatou? On peut y mettre tout ce qu'on veut. Hein. Pour moi, une femme qui se lève et qui a un pouvoir de décision, qui maîtrise son libre arbitre, qui peut dire je peux faire telle chose sans pour autant que ça impacte des personnes. Je peux faire telle chose sans pour autant recevoir des critiques. Pour moi, c'est ça. Mais on peut mettre tout ce qu'on veut dans le modèle de femme indépendante. Aujourd'hui, j'entends qu'on parle beaucoup d'empowerment des femmes. C'est un terme fourre-tout utilisé par les sphères des ONG, mais on met tout ce qu'on veut dedans. Donc, pour moi, en fait, il ne faudrait pas que l'on dise seulement une femme indépendante, une version light, mais une femme qui a vraiment un pouvoir de décision, qui veut vraiment prendre les décisions qu'elle veut concernant sa vie, sans pour autant qu'il y ait des personnes derrière pour l'influencer. Donc, pour moi, c'est ça un modèle de femme indépendante. Et peut-être la femme indépendante, ou bien la lutte pour le féminisme doit toucher également celles que l'on oublie. Ce sont les femmes domestiques dans les maisons, ce sont les femmes rurales. Pourquoi la lutte contre le féminisme ne prend pas encore ou pas suffisamment ces questions-là qui sont aujourd'hui importantes, non? Ces questions ont été prises en compte durant les années 80. Quand il y avait un super journal qui n'existe plus maintenant, Fipou. Il y a eu 4 ou 5 numéros si je ne m'abuse, mais dans ce journal-là, elle faisait d'excellentes enquêtes avec les femmes qui faisaient de la riziculture en Casamance ou de la pisciculture dans les zones du Sine Saloum. Et ces femmes relataient leurs conditions de vie. Une femme va se lever et va faire vivre 15 personnes avec son activité. Donc pour moi, ces femmes, elles sont aussi féministes. Donc quand on sort de la théorie, quand on sort des livres, quand on sort des beaux discours, dans la pratique, ces femmes-là, pour moi, ce sont les premières féministes. Donc aujourd'hui, quand je vois souvent que ces femmes, on les finance avec des projets pour qu'elles soient autonomes. Pour moi, on les infantilise encore plus. Ce serait important d'aller à la rencontre de ces femmes pour voir quels sont leurs réels besoins, quelles sont leurs conditions de vie, qu'est-ce qu'elles veulent. Mais quand on est dans les colloques, enfermés entre 4 murs, on a fini, on publie un livre et puis après, on oublie ces femmes qui sont loin des zones urbaines. Donc, ce serait important de les remettre de façon inclusive pour qu'on nous rende compte que la femme, analphabète, je n'ai pas d'autre mot, analphabète ou instruite universitaire, elles sont toutes mues par une même cause, la lutte pour l'avancée des droits des femmes et la lutte contre le patriarcat. D'où je parlais tout à l'heure de cette réadaptation du concept pour l'adapter par rapport aux réalités socioculturelles, parce qu'il y a des ateliers, il y a des mouvements de revendication, mais davantage on ne touche pas la majorité des femmes parce qu'il y a la coupure linguistique qui se pose et qu'on oublie souvent. C'est clair, parce que moi, quand je m'exprime en français, là, mes grand-mères ou mes tantes qui sont au fin fond du Fouta, elles ne comprendront pas ce que je dis. Donc là, on a un problème vraiment de... C'est important de ne pas trouver un autre mot, mais plutôt une réadaptation du concept pour que le rende plus inclusif. Ça, c'est important. L'inclusion, pour moi, c'est même au cœur de l'avancée de la cause féministe. Donc vraiment, ce serait important qu'on y pense tous, moi ou d'autres générations, etc., pour que nous puissions vraiment nous dire que nous sommes des féministes sénégalaises avec tout ce que cela implique comme société. On va arranger l'émission pour terminer les 6 jours d'activisme. On est, nous sommes tous des féministes. On voit un peu des viols qui sont faits aux filles, aux femmes. Aujourd'hui, quel est le plaidoyer, quelle est la solution pour sortir un peu de ce qu'on ne veut pas appeler une impasse? Il y a une solution malgré tout. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte d'impasse, comme vous l'avez dit, oranger le monde. Moi, je me dis que les slogans sont très beaux, les images sont très belles, les discours sont super et très, très vibrants. Mais encore une fois, je suis
partager entre la théorie qui est très très belle et la pratique, parce que je me dis que ce serait le lieu vraiment d'interpeller les femmes à tous les niveaux, les femmes parlementaires par exemple. À l'Assemblée nationale, c'est là que les lois passent. Au-delà même de la mouvance présidentielle, l'opposition, etc. Pour moi, on devrait faire fi de toutes ces querelles-là et puis être main dans la main, nous dire, nous femmes, nous voulons poser de tout notre poids pour pouvoir être entendus. Ce sera important d'appeler les hommes, le chef de l'État en premier, pour que nous puissions nous asseoir sur la table et puis essayer de faire avancer. Surtout la question des violences sexuelles, pour moi, chaque année, on a un cas qui interpelle toute la nation. Et puis 6 mois après, personne n'en parle. Donc je pense que ça, ce serait vraiment le premier sujet qui devrait nous interpeller. Je suis en train de suivre les cérémonies des séjours d'activisme. Je pense que c'est très bien, mais je pense que ce serait important de convier, par exemple, j'ai vu le chef de l'État est au Congo pour des ateliers pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais ce serait important qu'il vienne au Sénégal aussi pour que nous puissions avoir ce genre de débat avec lui, parce que c'est le chef de la nation, donc ce serait important qu'il soit conscient de ça et qu'il nous aide à faire avancer les choses. Donc moi, c'est là que vraiment j'attends des avancées. C'est important. Merci d'être là depuis Paris via Zoom. Merci. Et nous disons non contre les violences faites aux femmes. Nous portons le même combat. Nous amplifions les échos pour dire stop, parce que j'aime bien, et je le répète, cette phrase de Mariam Baba, nous sommes tous des féministes. Ouais. La cause est nôtre. Merci Ndeye Fatou Kane, merci également à toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Pour le Zoom, c'était Céline Saliodem, le son aussi, Sidignan pour les belles images, Ibama pour la réalisation. Merci chers téléspectateurs, rendez-vous dimanche prochain pour ouvrir d'autres pages, les pages de la vie, ces belles lignes, l'émission qui parle du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.